Merci Emmanuel. Bonjour à tous, merci beaucoup Étienne. Donc effectivement, on en a déjà beaucoup parlé, hein. Il y a eu des présentations ce matin. Donc voilà mes liens d'intérêt. Et donc l'idée de ce topo, c'est de faire un petit peu le point sur l'évolution dans la prise en charge de l'atteinte hépatique du syndrome d'Alagille et en particulier du prurite, puisque c'est, on l'a vu, un symptôme qui a des manifestations extrêmement, des conséquences extrêmement importantes sur la qualité de vie, sur le développement de ces enfants et qui pèse souvent beaucoup dans l'indication de transplantation hépatique. Et donc voilà un petit peu la situation telle qu'elle était jusqu'il n'y a pas si longtemps, hein, c'est-à-dire les années 2020. On connaissait toutes les mesures non spécifiques à mettre en place pour prévenir le prurite, et il faut les garder en mémoire, hein. Hydratation de la peau, couper les ongles, textile adapté, température des pièces, éviter tous les facteurs de déshydratation. Il y a bien sûr la prise en charge nutritionnelle, la supplémentation vitaminique et la prise en charge des atteintes extra-hépatiques. Mais pour ce qui était du prurite, il y avait également la mise sous acide urso-désoxycholique, qui est mise de manière assez systématique dans les cholestases chroniques de l'enfant, comme souvent de l'adulte d'ailleurs, avec assez peu de données, enfin voire quasiment pas de données dans le syndrome d'Alagille. Et puis, une fois mis en place tous ces éléments non spécifiques, la première étape en cas d'apparition de prurite était de traiter le patient par la rifampicine avec des dose initiale de 5 mg kg, des augmentations par incrément de 2 mg jusqu'à une dose maximum de 20 mg kg. Et il faut bien le dire, ça a amélioré quand même les choses pour une partie des patients, mais on était rarement dans une situation de contrôle du prurite, en particulier chez les enfants qui étaient très cholestatiques. Et donc, se posait la question de médicaments de deuxième ligne. Donc il y a eu quelques publications, notamment du groupe francophone, sur le bénéfice de la sertraline, puis quelques informations sur l'analoxone, mais il y avait, il faut bien le dire, pas énormément d'efficacité de ces drogues. Et finalement, on s'est bien rendu compte avec les études sur les inhibiteurs d'ASBT que dans la prise en charge du prurite, il y avait quand même un effet placebo qui était relativement important. Et finalement, c'est assez difficile de dire si ces drogues avait vraiment un effet au-delà de l'effet placebo qui a été bien démontré depuis. Et la grande nouveauté, c'est donc l'apparition de ces molécules qui sont les inhibiteurs d'ASBT dont on va parler par la suite. Et puis, une fois les solutions médicales épuisées, pouvait se discuter des solutions chirurgicales. Alors, il y a quelques équipes qui proposaient des dérivations biliaires chirurgicales dans le syndrome d'Alagille, avec d'ailleurs les premières descriptions de l'efficacité, c'est Alagille qui les a rapportées. Mais c'est bien sûr délabrant, c'est compliqué à accepter psychologiquement, c'est pas toujours efficace, en particulier sur la durée. Et donc ensuite se pose la question de la transplantation hépatique. Et donc ça, c'était globalement la situation jusqu'au début des années 2000, fin des années 2010, 2019-2020. Alors, Nolwenn a déjà parlé de la place de la transplantation hépatique dans le syndrome d'Alagille. Donc on peut espérer beaucoup de choses, notamment de régler le problème hépatique, la cholestase avec éventuellement ses conséquences osseuses et sur la croissance. Mais c'est vrai que finalement, certains patients ne peuvent pas relever de la transplantation hépatique pour des contre-indications d'atteinte extra-hépatique. Chez la majorité d'entre eux, l'indication n'est pas formelle, puisque comme on l'a vu, certains ont un CHC, d'autres ont une cirrhose, mais la majorité finalement n'ont pas d'indication formelle de transplantation. Et ce sont des patients qui, malgré tout, ont des atteintes extra-hépatiques avec des surrisques à la transplantation liés à des atteintes vasculaires, un pronostic rénal sur le long terme qui est quand même un petit peu moins bon. Et donc on est toujours dans une situation un petit peu compliquée pour beaucoup de patients qui ont une cholestase modérée, partiellement contrôlée. D'un côté la transplantation, mais de l'autre tous ces risques, l'amélioration de la qualité de vie, mais aussi tous les risques inhérents à la transplantation.
Et donc sont apparues, en fait, ces molécules étaient apparues auparavant, parce qu'en fait, elles ont été initialement développées comme hypocholestérolémiants. Et puis, elles ont été réutilisées dans l'indication niche, qui est la prise en charge du prurite cholestatique. Donc, ces inhibiteurs d'ASBT ou inhibiteurs d'IBAT, les deux noms du transporteur, sont des molécules non absorbées qui viennent bloquer le transporteur iléal qui permet la réabsorption des acides biliaires. Et donc, elles permettent d'effectuer une interruption du cycle entérohépatique des acides biliaires. Et donc, faire quelque chose qui est assez comparable à ce que la dérivation biliaire chirurgicale permettait de faire. C'est une sorte de dérivation biliaire chimique. Voilà. Et donc, n'étant pas absorbé, on anticipe un profil de safety est assez favorable, en particulier pas d'hépatotoxicité, et éventuellement peut-être quelques conséquences sur le transit et des douleurs abdominales du fait de la perte fécale des acides biliaires induite par le défaut de réabsorption. Alors pour ce qui est du maralixibat, il y a eu pas mal d'études nord-américaines, UK et européennes qui ont évalué différentes doses du maralixibat dans le traitement du prurite et la diminution des acides biliaires sériques chez des patients atteints de syndrome d'Alagille. Et ces études ont permis d'identifier la dose de 380 microgrammes par kilo et par jour comme une dose qui a permis de démontrer une efficacité chez les patients, notamment par le biais de l'étude iconique. Et toutes ces études ont fait l'objet ensuite d'études d'extension. Et on verra que les données issues de ces études ont été agrégées et ont permis d'obtenir des informations sur des populations plus importantes et sur des durées assez longues. Donc, je vais passer rapidement sur l'étude iconique dont on a déjà parlé l'année dernière et qui a été présentée de nombreuses fois, et qui était donc une étude randomisée de phase 2 en double aveugle avec une période. Tous les patients étaient traités, puis il y avait une période d'interruption du médicament pour la moitié des patients, et ça c'était contrôlé par un placebo et c'était randomisé. Et cette étude a montré que sous traitement, les patients avaient une diminution des acides biliaires, que ceux qui passaient sous placebo avaient leurs acides biliaires qui augmentaient pendant cette période de placebo jusqu'au niveau basal, tandis que les patients qui étaient maintenus sous traitement gardaient le bénéfice sur les acides biliaires sériques et une fois retraités, ceux qui avaient été transitoirement mis sous placebo retrouvaient une diminution des acides biliaires comparable à ceux qui étaient restés sous traitement. Et ces différences étaient significatives et c'était le primary endpoint de cette étude. Plus important était l'efficacité sur le prurite, et de la même manière, il y avait une amélioration sur le prurite qui disparaissait chez les patients qui passaient sous placebo, et puis ces mêmes patients retrouvaient un bénéfice sur le prurite quand ils étaient traités à nouveau. Donc efficacité biologique, diminution des acides biliaires, efficacité clinique, diminution du prurite, efficacité également sur le cholestérol, puisque la réabsorption des acides biliaires sériques permet un rétrocontrôle négatif de la synthèse des acides biliaires. Et donc, du fait du blocage de ce rétrocontrôle, on relance la synthèse d'acides biliaires qui se fait donc à partir du cholestérol. Et donc, ça diminue le cholestérol. Et je vous rappelle qu'au départ, ces médicaments avaient été développés comme hypocholestérolémiants, donc on n'est pas surpris que le cholestérol diminue. Et comme les xanthomes sont liés à l'accumulation, enfin sont liés à l'hypercholestérolémie, on n'est pas surpris non plus qu'à long terme, on ait observé une diminution de xanthomes chez les patients qu'on avait au départ. Donc ça, c'était les données de l'étude initiale. On s'est dit que finalement, quel bénéfice pour les patients en termes de qualité de vie, puisqu'on a vu que c'était un point important et une conséquence importante du prurite. Et donc on a évalué, selon la réponse ou non au traitement, l'évolution de la qualité de vie de ces patients. On a utilisé 3 échelles de qualité de vie. Je vous passe un peu les détails. Une échelle générique qui s'appelle PET-SQL, une échelle dite de fatigue, au sens anglo-saxon du terme, et une échelle qui mesure l'impact familial
de la maladie. Et puis, ces échelles sont évaluées de 0 à 100, et une diminution, une modification de 4 à 5 points correspond à quelque chose de cliniquement significatif. Et on a défini les patients répondeurs comme ceux chez qui le prurite avait diminué d'un facteur au moins 1 dans l'échelle de prurite qui est une échelle entre 0 et 4. Et on s'est rendu compte que chez tous les patients répondeurs, il y avait très clairement un bénéfice en termes de qualité de vie lié à la santé, le Health Related Quality of Life. Et ça, c'était constant. Et c'était vrai, quelle que soit l'échelle utilisée, c'est-à-dire à la fois l'échelle générique, à la fois les conséquences sur la famille et sur le score de fatigue. Et ce gain de qualité de vie n'était pas observé chez les patients non répondeurs. Et quand on regardait qualitativement les choses de manière un peu plus précise, on s'est aperçu aussi que tous les paramètres liés à la qualité du sommeil étaient particulièrement améliorés chez les patients répondeurs. Donc ce bénéfice sur le prurite est manifestement assorti d'un bénéfice sur la qualité de vie. On a vu donc que la question se posait d'une transplantation hépatique dans le syndrome d'Alagille, et cette transplantation hépatique était souvent en lien avec un prurite non contrôlé. Et donc un des espoirs, c'est aussi que ce traitement puisse diminuer les indications de transplantation hépatique, et en tout cas, est-ce qu'il permet au moins de les retarder? Et donc, pour répondre à cette question et analyser un petit peu les données dont on disposait, on a comparé tous les patients traités en essai clinique par maralixibat, 84 patients, à une cohorte ajustée contrôle. Et cette cohorte ajustée, elle a été extraite des données de la grande cohorte GALA dont vient de parler Nolwenn. Et on a essayé de voir si, avec des patients ajustés, il y avait une différence en termes de event-free survival, c'est-à-dire survie sans événements. Et ces événements étaient bien sûr la transplantation, donc ça c'est la native liver survival, survie avec natif, mais étaient aussi pris en compte les décompensations de la maladie hépatique, le décès et éventuellement une chirurgie de dérivation biliaire. Et donc, sans rentrer dans les détails, 84 patients traités ont été comparés à à presque 500 patients issus de la cohorte GALA, avec des caractéristiques démographiques comparables, des caractéristiques de sévérité de maladie comparables, en particulier bilirubine, fonction de synthèse transaminase, etc. En revanche, ce qui n'était pas strictement comparable, et c'est une des faiblesses de cette étude, mais on ne pouvait pas faire mieux, c'est que d'abord, dans la cohorte GALA, les acides biliaires n'étaient pas collectés, et donc ils étaient disponibles chez très peu de patients, et chez les patients chez qui ils étaient disponibles, ils étaient discrètement inférieurs à ceux des patients traités par le maralixibat, ce qui veut dire que potentiellement les patients de la cohorte maralixibat étaient plus cholestatiques que la cohorte contrôle. Et on a observé une diminution, en tout cas, une augmentation plutôt significative de la survie sans événement dans la cohorte maralixibat. Alors il faut être prudent pour savoir si c'est parce qu'on a retarder l'indication de transplantation hépatique, ou est-ce que ces données vont vraiment se concrétiser sur le long terme par une vraie diminution d'indications chez ces patients soutenus dans le temps. En tout cas, c'est un signal extrêmement encourageant pour ces patients. Alors, qu'en est-il de l'accès au maralixibat? Donc, le maralixibat a été approuvé d'abord aux États-Unis en septembre 2021 pour les enfants atteints de syndrome d'Alagille de l'âge de plus d'1 an. Cette approbation a été étendue aux enfants de plus de 3 mois depuis très récemment. En Europe, l'AMM a été accordée en décembre 2022 pour le traitement du prurite cholestatique chez les patients atteints de syndrome d'Alagille âgés de plus de 2 mois. Et puis, il a été, pour ce qui est de la France, il y a eu un avis favorable de la commission de transparence tout récemment qui le positionne comme traitement de première intention du prurite cholestatique chez les patients atteints de syndrome d'Alagille âgés de plus de 2 mois.
Et donc il est disponible en France sous forme d'autorisation d'accès précoce post-AMM. Alors on a vu ce matin, présenté par Mathias, les premiers résultats de l'étude ACERT qui a évalué donc l'odevixibat, qui est un autre inhibiteur d'ASBT ou d'IBAT, et donc qui a été évalué dans le syndrome d'Alagille avec des résultats qui étaient tout à fait favorables aussi, avec une diminution du prurite et une diminution des acides biliaires sériques, ce qui veut dire que potentiellement deux drogues avec le même mécanisme d'action sont susceptibles d'apporter un bénéfice pour ces patients. Donc pour conclure, en particulier sur le maralixibat, pour lequel on dispose de plus de données depuis plus longtemps et pour lequel l'AMM est obtenue. Le maralixibat diminue le prurite d'une majorité de patients atteints de syndrome d'Alagille, 2/3 à 3/4 d'entre eux, avec manifestement une amélioration sur la qualité de vie et potentiellement un bénéfice sur la survie sans événements et la survie avec foie natif. On attend, alors ça c'est surtout des travaux issus des patients traités dans les études cliniques avec des comparaisons sur des cohortes, mais on n'a pas réellement encore de données, comme on dit, en vie réelle. Ces données sont en train d'être agrégées au fur et à mesure que les patients sont traités, et donc elles devraient nous permettre d'abord de préciser réellement le pourcentage de patients répondeurs. Est-ce que ce sont bien 3/4 des patients qui vont répondre, ou est-ce que ce ratio va se modifier? Quels sont les patients qui vont bien répondre, en particulier les facteurs prédictifs de réponse clinique? Et on sait déjà des études que les patients avec la bilirubine la plus élevée ont tendance à être les patients qui répondent le moins bien, et on a vu que ce sont ceux qui ont manifestement la survie avec foie natif la plus mauvaise. Tout ça est assez logique. Sur la durée, quel bénéfice sur la survie sans événement et sur la survie avec foie natif? On a commencé à agréger les données françaises qui vont être présentées en communication à l'oral à l'EBSGAN. Ces données avec vie réelle permettront aussi d'optimiser la conduite thérapeutique. La dose recommandée, c'est 380 microgrammes par kilo et par jour, mais il y a eu des tentatives de doubler la dose dans les études, et on ne sait pas encore très bien s'il y a un bénéfice à doubler ces doses. On ne sait pas non plus encore très bien combien de temps il faut attendre avant de décider d'augmenter la dose, ou encore avant de décider l'interruption du traitement si manifestement il ne fonctionne pas. Point important, parce que pour l'instant, ces traitements sont encore assez coûteux, et donc il faudrait quand même s'assurer qu'il y ait une réelle efficacité pour maintenir leur prescription. Pour ce qui est de la tolérance, on a un très bon profil de tolérance, y compris chez les enfants avant l'âge d'1 an. Et donc j'évoquais le problème du prix, avec deux molécules potentiellement en concurrence à l'avenir, et peut-être des espoirs sur des diminutions de prix, en sachant que les prix actuellement proposés sont voués à diminuer de façon très importante dans les prochains mois, quand les négociations auront été faites avec les commissions de transparence et l'HAS. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Allô, merci Emmanuel, et merci pour ton investissement au long cours dans ces développements et ces maladies. Est-ce qu'il y a des questions pour... Bien, Alexandre, et puis... Oui, rapidement, juste sur la comparaison aux données en vie réelle. Si tu peux remettre la courbe de Kaplan-Meier, il y a un biais d'immortalité majeur qui fait que c'est pas forcément... parce qu'en fait, tu vois que la mortalité avant l'âge d'1 an de la cohorte contrôle, il y a une mortalité immédiate. Or, par définition, ceux qui sont inclus dans le maralixibat sont ceux qui devaient survivre. Donc, il aurait fallu, en tout cas, d'un point de vue strict, tu ne devrais pas avoir autant de mortalité le jour où tu mets ta comparaison. Parce non, tout ça a été contrôlé, ils ont fait des... Ils ont prôné avant, même après, quand tu fais des contrôles, le biais d'immortalité, un truc qui a été flagrant dans les études sur le vaccin, quand tu fais quelque chose, tu ne peux pas avoir un groupe qui, dès que tu commences à l'inclure, meurt. Vous pouvez laisser la courbe de mortalité comme ça. Enfin, c'est un biais majeur et qui est quasi impossible à contrôler.
Parce que même si quand tu es à Paris, tu prends tes patients au point zéro, mais il aurait fallu que tu dises des patients qui aient survécu assez longtemps pour qu'on puisse se dire qu'on est au même niveau. Tu parles La pente de la courbe de Kaplan-Meier baisse dès à zéro, tu compares ta cohorte historique. Bon, on en reparlera, mais la méthodologiste qui a fait cette étude, c'est la référence en termes de cohorte de vie réelle pour ce qui est de la comparaison avec Gaillard. Non, mais c'est pas. Oui, il y a eu plein de techniques de pronation. Mais malgré tout, tu vois que ça baisse tout de suite. Or, normalement, ça ne peut pas être le cas, parce que ceux que tu inclus, c'est ceux qui ont assez survécu pendant un temps. Je pense que... Bien, merci. Madame, je vous en prie. Oui. Merci Manuel. Moi, j'ai 2 patients que j'ai traités qui ont très bien répondu sur le prurite. La diminution des sels biliaires. Par contre, je dois augmenter leur transaminase. Pour l'instant, j'ai rien fait. Je les regarde. Est-ce que c'est quelque chose qui est décrit ? C'est décrit, c'est observé. Ce qu'on ne sait pas, d'abord, finalement, comme ce qui a été dit aussi ce matin pour l'autre molécule, où ça a été observé aussi, c'est que ce n'est pas assorti de signal de gravité de l'atteinte hépatique, c'est-à-dire la bilirubine ne bouge pas, il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire ni quoi que ce soit. Ça rentre souvent dans l'ordre spontanément. Et pour l'instant, on ne sait pas encore si ça correspond à des fluctuations de transaminase qui s'inscrivent dans l'histoire naturelle de la maladie, ou si c'est réellement en lien avec le traitement. En tout cas, moi j'ai tendance à maintenir le traitement, et le plus souvent ça rentre spontanément dans l'ordre. Mais il faut rester vigilant quand même. Et j'avais une autre petite question. Est-ce qu'il y a un intérêt, si un patient ne répond pas à une des molécules, de passer à l'autre ? Bon, c'est le même... Théoriquement, c'est le même mécanisme d'action. Est-ce que vous l'avez fait déjà ? Et donc, on ne l'a pas encore fait. En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore fait. Peut-être des gens qui l'ont fait, mais voilà. Et donc, je pense que ça, ça va être toute l'expérience en vie réelle. Peut-être que... quand tu as ton patient qui aura les transaminases élevées, tu vas te dire je vais changer pour voir si ça fait la même chose avec l'autre molécule, etc. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une molécule qui est disponible, mais voilà, ce qui est peu probable, c'est qu'on évalue dans une étude l'une contre l'autre. Mais en tout cas, d'avoir deux molécules, ça permettra peut-être de jouer sur la tolérance, sur l'efficacité, en sachant que je ne sais pas si on pourra vraiment tirer des conclusions, parce que parfois, voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, on n'a pas de données. Bien. D'autres questions ? Oui, là-bas dans le fond, oui. Ah non, c'était pas... Oui. Et moi, j'ai une question. Ah, en fait, c'est... Faut pas laisser parler la caille. Vitamine, c'est les données, ça. D'abord, pour la première partie de ton commentaire sur les données à long terme, on a quand même, pour certains patients, 6 ans de recul pour le marelixibate, avec des données de safety qui sont quand même très rassurantes.
plutôt une tendance à l'amélioration de l'état nutritionnel et de la croissance chez ces patients. Donc quand même des signaux assez rassurants. Et pour répondre à ton autre question, l'avis de la commission de transparence, c'est d'indiquer le Marilixibat comme traitement de première intention du prurite chez ces enfants. Et donc, bien sûr, tu as mentionné la problématique de coût, mais tout ça n'aura qu'un temps. Donc, moi, j'aurais tendance à penser que dès qu'il y a une cholestase chronique, en particulier s'il y a une hypercholestérolémie et un prurite, pourquoi ne pas donner d'emblée une molécule qui a une AMM plutôt que de donner la rifadine qui n'a pas d'AMM, même si, il faut le reconnaître, la rifadine est prescrite hors AMM depuis de nombreuses années avec un très bon signal de safety et aussi une efficacité qui est indéniable sur le prurite. Mais voilà. Donc, je pense que la tendance... doit passer à l'autre question et la dernière de Dominique Debré. Parce que juste une petite question de savoir si parmi les données des études réalisées, il y avait un seuil d'acide biliaire sérique au-delà duquel il y avait une inefficacité du Marilixibat non. Non, il n'y a pas de cut-off d'acide biliaire sur le... Est-ce que tu as une idée d'un cut-off entre un prurite léger qui va être aisément contrôlé et le taux minimal pour développer un prurite? Tu vois, dans la cholestase gravidique, donc c'est pas les patients, voilà, mais les femmes qui se grattent comme des folles, elles ont des acides biliaires qui sont parfois à 30, 40, 50 micromoles par litre. Alors il y a peut-être un cofacteur hormonal, etc. Hein, oui. Mais voilà, on a, enfin, tu l'as bien vu dans ton expérience personnelle. Pour ces patients-là qui ont un syndrome d'Alagille, un seuil. Non, je ne pense pas qu'il y ait de seuil. Ouais. D'accord. Bien. Okay, merci. On me fait des signes de toutes parts qu'il est temps de clôturer, et donc je voudrais remercier les orateurs.